La femme du Maroc a procédé au lancement d'une nouvelle génération de centres de formation tridisciplinaires, un projet qui sera développé à travers 63 associations régionales. Son Altesse royale a aussi tenu à s'informer des avancées d'un autre projet important lancé l'année dernière dans la région d'Al-Hamna, Dar al-Qurb, une structure de proximité visant à promouvoir l'intégration, l'écoute sociale et le développement de systèmes de production pour les femmes et les enfants. Hind Nabbi, Jada Britan. 50 ans de mobilisation pour les femmes, c'est ce que célèbre aujourd'hui l'UNFM. Son Altesse royale la princesse El Merim, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé aujourd'hui à l'Académie du Royaume la cérémonie de célébration de la journée internationale de la femme. Cette année coïncide avec le 50e anniversaire de l'Union nationale des femmes du Maroc et c'est aussi une occasion symbolique qui permet d'évaluer les réalisations de l'Union en faveur de l'autonomisation des femmes. Parmi ces réalisations, il y a le lancement d'une nouvelle génération de centres de formation tridisciplinaires destinés aux jeunes filles et aux femmes âgées de 15 à 30 ans et qui s'appuient sur des programmes pédagogiques innovants en phase avec les besoins du marché du travail. Autre structure de proximité, le projet Dar al-Qurb lancé l'année dernière et qui vise à promouvoir l'intégration, l'écoute sociale et le développement des systèmes de protection sociale pour les femmes et les enfants. Dar al-Qurb nous a permis de mettre en place des canaux pour permettre aux femmes et aux enfants, essentiellement dans le monde rural, de leur permettre d'accéder et d'avoir un accès facile, rapide aux services aussi bien administratifs que sur le plan de la santé, que sur le plan du soutien scolaire, que psychologique. Un suivi sera mis en place sur le plan de l'assistance sociale, de l'aide juridique et de la prise en charge médicale, ainsi que sur le plan du développement des compétences afin de permettre l'intégration des bénéficiaires au tissu économique. La lutte contre la déperdition scolaire est également l'un des grands défis de l'UNFM et ce à travers un partenariat avec l'INDH et la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Nous avons mis à la disposition de l'Union des bus pour le transport scolaire pour répondre aux besoins des élèves qui n'ont pas de moyens de se déplacer. Autre projet de taille, la mise en place d'une plateforme d'écoute des femmes en situation de détresse, une ligne téléphonique directe disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sociologues et psychologues sont mobilisés pour recevoir les appels et orienter les femmes et les jeunes filles en situation de vulnérabilité ou victimes de violences. Et à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'UNFM, Son Altesse royale la princesse Lalla Meriem a procédé à la signature d'un livre intitulé « Richesse de la mémoire, des perspectives prometteuses », un outil de référence qui retrace les acquis enregistrés par le Royaume en matière de promotion des conditions de la femme. Jihan Doublali, Nezha Machi. Lors de cette cérémonie, Ahmed Abadi a présenté son ouvrage intitulé « Richesse de la mémoire, des perspectives prometteuses ». Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, a procédé à la signature de ce livre, considéré comme un outil de référence qui participera à préserver la mémoire collective nationale. Ce livre, qui a reçu l'approbation de Son Altesse royale pour être publié de façon cyclique tous les 5 ans, servira d'outil de travail. La cérémonie de célébration de la Journée de la femme a aussi été marquée par la présentation du plan d'action de la chaire académique Lalla Meriem pour la femme et l'enfant. Plan d'action qui portera sur l'étude de plusieurs sujets liés à la protection de ces deux catégories de la population marocaine. Je suis honorée d'avoir présenté les réalisations de la chaire académique Lalla Meriem pour la femme et l'enfant, qu'elles soient organisationnelles ou scientifiques. Et notre comité scientifique a pu dresser un aperçu de tout ce que nous pourrons réaliser pour la femme et l'enfant. Son Altesse royale a aussi reçu des représentants d'associations féminines africaines en présence de l'ambassadeur, directeur de l'Agence marocaine de coopération internationale, une audience qui témoigne de l'ancrage du Maroc dans son continent.
Nous avons eu l'honneur de signer une convention qui nous permet un partenariat avec l'association de Leila Mariam du Maroc qui va nous ouvrir, nous, des opportunités sur nos pays africains. L'Union nationale des femmes du Maroc célèbre ses 50 ans d'existence, 5 décennies de mobilisation pour l'équité et la justice sociale. Et nous recevons Sonia Boushaba, membre du comité éthique de l'Union nationale des femmes du Maroc. Sonia Boushaba, bonsoir. Bonsoir. Nous allons commencer par un des projets phares de l'UNFM qui a été lancé tout à l'heure dans le reportage. Donc il s'agit de Dar el-Korb. Quels sont les buts de cette structure de proximité? Justement, Dar el-Korb, comme son nom l'indique, c'est la proximité. Donc, nous nous sommes posé la question de comment, justement, rendre, par exemple, l'administration encore plus proche des citoyens. Donc, ça, c'est un premier volet. Aussi, donc, on a agi, justement, sur le rural et le semi-urbain. Donc là, c'est important par rapport à ce point. Nous avons également implanté donc, un centre médicalisé, donc avec un relais de médecins, d'assistance médicale, de paramédicale, etc. Donc ça, c'est parmi les... L'UNFM a aussi lancé des projets de centres de formation, de protection et de commercialisation. C'est ce qu'on a appelé des centres de formation tridisciplinaires. Il s'agit de quoi exactement ? Justement, donc au début, donc l'UNIFEM, comme vous le savez, fête ses 50 ans cette année. Donc il a été créé donc par feu Sa Majesté le roi Hassan II en mai 1969. Donc la formation, ce volet de formation était au départ axé sur l'alphabétisation. Donc là, par rapport à ce qui a été nouveau, c'est justement cette formation, c'est une formation qui est ciblée. D'accord, adaptée aux besoins du marché et personnalisée. Personnalisée dans le sens où, justement, elle est spécifique à chacun. Donc, ça dépend des potentialités de chacun. Donc, c'est une formation qui va de 6 mois à 3 ans. Donc, ça se fait justement 20% de cours théoriques dans nos locaux et 80% justement de stages au sein des entreprises. Donc, cette formation permet justement d'insérer les jeunes. Donc, il y a l'aspect parité. Donc, ça concerne genre, les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, voilà. Donc, on insère tous les jeunes qui sont justement hors circuit et hors système. Ça, c'est important. Donc, on les forme. Donc, soit on les forme l'unité de formation, production, commercialisation, on les forme justement pour la production de produits artisanaux, ou bien, s'ils veulent créer leur propre entreprise, on va les former en tout ce qui est volet marketing, management, e-commerce et éthique pour qu'ils soient justement plus performants par la suite sur le marché du travail. Mais surtout, nous avons aussi l'aspect point de vente. Donc, nous commercialisons les produits de nos coopérants, ça c'est d'une part, mais aussi nous commercialisons aussi les produits d'autres coopérants. Par exemple, ceux qui peinent à commercialiser leurs produits, nous les aidons, donc c'est sans frais, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça c'est un point important. Donc au niveau de cette formation, il y a l'aspect suivi. Donc il y a vraiment l'aspect donc de continuité, donc on les suit, et d'accompagnement. D'accord. Vous avez aussi lancé des plateformes écoute, insertion et orientation. Oui. Donc comme de quoi s'agit-il exactement? Voilà. Donc comme son nom l'indique, donc la plateforme d'écoute, d'insertion et d'orientation, c'est une plateforme intégrée justement pour les personnes en situation précaire. En précarité, donc ou surtout, et j'insiste là-dessus, en détresse sociale et économique. Donc c'est une plateforme qui active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, elle existe déjà sur Internet? Oui, oui. Donc c'est une plateforme qui existe sur Internet. Bientôt, il y aura la ligne verte. Donc, qui sera mis en œuvre. Donc c'est une plateforme qui a été créée en partenariat avec le ministère public. D'accord. Et le but, c'est que toute personne en détresse appelle
où justement on rentre dans cette application. Là aussi, grâce à l'approche genre, c'est hommes et femmes. Voilà. D'accord. Et surtout, par rapport à cet aspect, donc c'est un double aspect. C'est aussi l'insertion professionnelle. C'est-à-dire, on va essayer justement d'insérer les jeunes en les guidant vers des formations qui sont adaptées sur le marché. Merci beaucoup, Sonia Boustraba, membre du comité éthique de l'Union nationale des femmes du Maroc. Et les femmes au Maroc représentent plus que la moitié de la population. Elles sont plus de 17,5 millions selon le Haut Commissariat au Plan. Un tiers sont des chefs de ménage et le principal changement à retenir ces 30 dernières années est démographique. Il concerne la fécondité. La fécondité a chuté de 4 enfants et demi par femme en 1987 à un peu plus de 2 enfants en 2014. Les explications de Hind Blami. C'est une parité quasi parfaite que connaît la population du royaume. Selon le Haut Commissariat au Plan, 50,1% des Marocains sont des Marocaines. L'effectif des femmes en milieu d'année 2018 est ainsi estimé à 17,67 millions de personnes. Parmi cette population, le nombre de chefs de ménage qui sont des femmes est évalué à 18,4%, dont 22,8% vivent seuls. Des chiffres qui représentent une évolution de la situation de la femme marocaine en matière d'autonomisation, d'éducation, d'activité économique et de prise de décision. Par ailleurs, le HCP indique que la mortalité maternelle, qui culminait à 112 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2010, était en 2017 de 72,6 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, soit une réduction de 35%. Le taux de mortalité maternelle en milieu rural reste néanmoins 2 fois plus important qu'en milieu urbain. Au volet de l'alphabétisation et de la scolarisation, le HCP note que malgré le progrès accompli, une fille de 7-12 ans sur 10 est non scolarisée en milieu rural et 14,8% des jeunes filles de 15 à 24 ans sont analphabètes contre 7,2% des garçons du même âge. En 2014, 6 femmes rurales sur 10 demeurent analphabètes contre 35,2% des hommes ruraux et 30,5% des femmes citadines. Et les femmes étaient en tête de cortège en Algérie pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la magistrature suprême. Une marée humaine a défilé dans la capitale pour un 3e vendredi consécutif contre un 5e mandat du président algérien. La mobilisation immense et difficile à évaluer, largement supérieure à celle des manifestations des 2 dernières semaines. D'autres villes comme Oran et Constantine ont aussi connu des défilés contre le locataire du palais d'Al-Mouradia, ou plutôt le fantôme de Zeralda, comme on l'appelle en Algérie. Zeralda, c'est cette ville en banlieue algéroise où vit Abdelaziz Bouteflika depuis la dégradation de son état de santé. Mehdi Soufiane. Le mouvement de contestation ne s'essouffle pas. Pour un 3e vendredi consécutif, les manifestants ont défilé en masse dans les principales artères de la capitale Alger. Des rassemblements impressionnants qui dénoncent la 5e candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika. La mobilisation est plus importante que les manifestations des 2 derniers vendredis. Le rassemblement d'aujourd'hui coïncide avec la journée internationale de la femme. De nombreuses femmes ont d'ailleurs pris part à ces manifestations pacifiques. Des manifestations se sont également déroulées à Oran et Constantine, 2e et 3e ville d'Algérie, ainsi qu'à Béjaïa en Kabylie. La contestation se poursuit donc en Algérie en dépit de la mise en garde lancée par le président algérien Abdelaziz Bouteflika contre le risque de discorde et de chaos. La candidature du président algérien pour l'élection présidentielle a été déposée le 3 mars dernier. Depuis le 22 février, de nombreuses manifestations sont organisées régulièrement à travers l'Algérie, réunissant notamment les étudiants, les avocats et les journalistes pour dénoncer l'éventualité d'un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. L'élection présidentielle est prévue le 18 avril prochain. Sa Majesté, le roi Mohammed VI, présente ses condoléances au roi d'Arabie Saoudite suite au décès de la princesse Jaïr bint Saoud ben Abdelaziz El Saoud. Dans un message adressé à Salman ben Abdelaziz El Saoud, le souverain a fait part de sa grande affliction et exprimé ses sentiments de compassion aux serviteurs des lieux saints. Obtenir un passeport marocain contre 5 000 à 7 000 $, c'est ce que promettait un réseau criminel à des citoyens israéliens qui ne sont pas d'origine marocaine. Cette cellule est composée notamment d'un ressortissant marocain de confession juive, des fonctionnaires de police et d'administration. Les présumés coupables ont tous été arrêtés par la Brigade nationale de la police judiciaire. Abdelrahim Bouhdioui, Mehdi Soufiane.
Sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire ont arrêté 10 individus soupçonnés de lien avec un réseau criminel s'activant dans la falsification de documents officiels dans le but d'obtenir la nationalité marocaine et les pièces de l'identité nationale. Ce réseau criminel est dirigé par un ressortissant marocain de confession juive. Des actes de naissance étaient falsifiés au profit d'individus portant la nationalité israélienne qui ne sont pas d'origine marocaine. Les actes de naissance leur permettaient d'obtenir la carte d'identité nationale et le passeport. Parmi les prévenus appréhendés figurent également 3 fonctionnaires de police, un agent d'autorité, un fonctionnaire d'une annexe administrative, une responsable commerciale d'une agence de voyage, ainsi que 3 personnes suspectées d'avoir participé à la facilitation de ces actes criminels. Ce réseau criminel a établi des liens avec des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires de police, agents d'autorité et fonctionnaires des collectivités locales, qui facilitaient leurs activités criminelles en échange de corruption. Les mis en cause ont été placés en garde à vue sur fond de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Nous restons toujours dans le domaine sécuritaire avec cette fois-ci la brigade cynophile de Fès. Cette unité d'élite spécialisée dans la recherche de stupéfiants, d'armes et de munitions s'est dotée de nouveaux locaux. Des moyens techniques plus performants ont été mis à la disposition de ces éléments. Sarah Jabri, Driss Cohen. Il y a presque un an, Redouane a intégré la brigade cynophile de Fès après un stage au sein du Centre national de formation cynotechnique. Une période durant laquelle il a appris les techniques de dressage des canidés. Avec son chien, il forme un binôme très complice et performant dans l'exercice et très réglementé. Et la formation continue. Mon chien est spécialisé en détection d'explosifs. Nous procédons à des entraînements au quotidien. C'est un véritable travail d'équipe qui requiert harmonie et cohésion. Ces entraînements nous permettent d'être opérationnels, prêts à intervenir en toute situation. Sur le terrain, la brigade intervient sur des sites représentant par nature un risque sécuritaire, à l'exemple des plateformes aéroportuaires, des ports et des gares. À l'aéroport de Fès, une unité permanente passe au peigne fin l'ensemble des bagages. La présence du chien permet une détection optimale des menaces. Cette brigade dans l'effectif qui a subi un stage de base a été choisie pour accompagner des chiens dans les affaires criminelles, luttant contre toute forme de criminalité. Détection des trafics illégaux d'argent au niveau des postes frontaliers, des stupéfiants, d'explosifs ou encore d'éléments radioactifs. Les missions de cette brigade sont multiples, un corps d'élite de la police doté de compétences des plus performantes et dans l'effectif est en constante progression. Pour rendre efficace le rôle de cette brigade, il a fallu la doter de tous les outils de logistique, d'entretien et d'accompagnement en vue de la rendre utile en cas de besoin. Le but étant justement de permettre à cette brigade d'accomplir sa mission avec efficacité et célérité et de répondre à toutes les demandes sécuritaires. Et j'en viens maintenant à la rubrique métier de 2M que nous diffusons dans le cadre du 30e anniversaire de notre chaîne. Ce soir, nous nous intéresserons aux monteurs. Dotés d'un sens artistique aigu et aussi d'un sens du rythme, ils réduisent des heures interminables de rush en des séquences concises, bien compactes et surtout anthropiques. Ils passent des journées entières, les yeux rivés sur leur banc de montage numérique pour élaguer les images superflues et nous livrer la moelle substantifique d'un tournage. Mohamed Isra, des Amachi. Adil Ben Moussa et Amin Adraoui collaborent en parfaite intelligence pour la production de l'émission Kuluna Abtal. Leur mission englobe compétences techniques et créativité, un travail qui requiert également une grande minutie. Nous travaillons en coordination avec le journaliste et élaborons un plan de montage. Je dois faire en sorte que les images soient nettes dans un souci d'esthétisme.
l'esthétiquement خصهم يكونوا نقيين. L'étape du montage est cruciale pour la production de l'émission et nous travaillons en concertation avec Amina Adraoui qui prend également en charge le montage de l'émission Mourtafoun en plus de Koulouna Abtal. Kauthar Hannati est aussi un metteur en scène de l'image de la chaîne. Sa mission, transformer les nombreuses images qu'elle reçoit en un ensemble cohérent et compréhensible. Nous regardons les émissions en grand format. Les émissions en grand format ont plus de concentration, plus de temps, plus de... qu'il y a des effets de transition, qu'il y a un certain habillage donc ça demande un peu plus de temps et de concentration. Sens de l'écoute et de la diplomatie s'impose pour faire le métier de monteur vidéo. Il doit faire preuve de capacité de concentration et de mémoire visuelle, sans oublier les compétences techniques indispensables pour maîtriser les possibilités offertes par les logiciels. Et une de nos plus talentueuses monteuses, Nabila Matalibi, nous a préparé un clip à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Mais elle a choisi des images, des célébrations à travers le monde de ce 8 mars, en commençant par la Russie, où cette journée est fériée, pas uniquement pour la femme, mais aussi parce que le 8 mars est le premier jour de la révolution bolchevique. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, préside à Rabat une cérémonie de la célébration de la Journée internationale de la femme. La présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc a lancé à cette occasion une nouvelle génération de centres dédiés à la formation, à la production et à la commercialisation. Voilà pour l'information de ce vendredi. Pour revoir ce journal, vous pouvez vous connecter au site de la chaîne de Zem.ma. Dans moins d'une demi-heure, le journal en langue arabe avec Hicham Raffaoui. Passez une excellente soirée. À demain.